Je te propose de découvrir ici la notion mathématique très importante de logarithme. Alors je l'illustre ici avec le portrait de l'inventeur du logarithme. Il s'agit de John Napier, c'est un savant britannique, écossais plus précisément, qui a vécu au XVIe et au début du XVIIe siècle. Alors, la motivation de John Napier pour introduire cette notion mathématique était de simplifier les calculs que les savants avaient à faire à l'époque. C'est pourquoi j'ai mis ici, en arrière-plan, un document écrit de la main de Galilée, qui était donc un contemporain de John Napier, j'insiste sur cet aspect historique. Galilée, qui était donc confronté à des problèmes d'astronomie, comme bien d'autres savants de l'époque, et tous ces savants étaient confrontés donc à la description des astres dans le ciel. Et si on veut faire cette description convenablement, on est confronté à des calculs qui sont parfois très très lourds. Il faut par exemple multiplier des très grands nombres entre eux, et ces multiplications faites à la main leur demandaient beaucoup de temps. Et donc le souci de John Napier était de simplifier le travail de calcul, notamment de la multiplication des nombres. Alors voilà, avant de commencer donc à te décrire les logarithmes, je voudrais faire ici une petite mise en garde. La notion de logarithme est basée en fait sur la notion de fonction exponentielle ou d'exposant, comme on le voit ici. Je représente ici la fonction exponentielle en base 10. 10 exposant x, c'est une fonction de x que j'appelle ici y. Voilà. Alors si tu ne connais pas bien, si tu n'es pas familier avec cette notion d'exposant ici, je t'invite bien sûr à aller voir les séquences relatives aux exposants et à la fonction exponentielle avant de revenir ici. Donc je suppose pour la suite que tu connais cette notion d'exponentielle ou plus simplement d'exposant ici. Donc voilà. Alors pour introduire la notion de logarithme, je vais te proposer quelque chose qui a priori n'a absolument rien à voir. Je vais te proposer d'analyser pendant quelques minutes ici la taille des êtres vivants qui se trouvent donc à la surface de la Terre. La Terre abrite un certain nombre d'êtres vivants qui ont des tailles en fait très diverses, comme on le voit ici. On passe du virus ici à un grand arbre, le séquoia par exemple, qui est le plus grand arbre qu'on trouve, qui est donc le plus grand être vivant à la surface de la Terre. Alors je prends ici comme référence l'homme, un petit garçon ici, il a une taille de l'ordre du mètre. Je vais parler d'ordre de grandeur, c'est pourquoi je mets le petit signe ondulé ici pour dire que c'est à peu près 1 mètre. Les tailles qu'on trouve dans un corps humain, c'est typiquement le mètre, c'est ce que j'indique ici. Alors dans une souris, un petit mammifère, il est de l'ordre du centimètre, c'est ce que je vais mettre ici, une souris à une taille de l'ordre du centimètre. Alors la fourmi, ce sera plutôt le millimètre, la bactérie, on sera plutôt autour de 10 microns, et le virus, qui est le plus petit être vivant que porte la Terre, lui, il a une taille qui est typiquement de 1/10 de micron. Alors de l'autre côté ici, on trouve les êtres vivants plus grands que l'homme, typiquement les grands mammifères par exemple, 10 mètres ici pour l'orque, et comme je le disais tout à l'heure, le séquoia, qui est le plus grand être vivant à la surface de la Terre, il fait à peu près donc 100 mètres pour certains spécimens. Donc voilà. Alors ce qu'il y a de frappant là-dedans, c'est que ces tailles, ces longueurs sont très diverses. On passe ici de 100 mètres à ici 1/10, 2/1000 de mètre. Ce sont des grandeurs très diverses qui sont finalement assez difficiles à appréhender. On voit ici 0,1 micron, 1/10 de millionième de mètre. Tout ce qu'on peut dire, oui, c'est que c'est très petit, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus. Donc ce qu'on voudrait faire ici, c'est essayer d'appréhender mieux toutes ces distances dans leur diversité. Et ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est le représenter sur une règle. Je peux prendre une règle ici, graduée bien sûr, pour pouvoir représenter tous ces objets sur cette règle. Et puisque j'ai pris ici l'homme comme référence avec le mètre, je vais graduer cette règle en mètres. Ceci représente 1 mètre. Alors si je fais ça, on voit qu'on sera très vite confronté à une difficulté. Tous les êtres vivants de petite taille ici vont se retrouver groupés proche du zéro ici, comme ceci. Alors, l'homme, il est de la taille de l'ordre de grandeur du mètre, je peux le placer. Lui, il sera bien différent du petit groupe que j'ai ici. Ensuite viendra l'orque ici avec une dizaine de mètres. Et on voit là qu'on a de nouveau une difficulté puisque le séquoia, il ne peut même pas apparaître ici. Il faudrait que je prolonge l'écran 10 fois plus loin ici que la taille de l'orque ici. 10 fois 10, ça donne bien 100 mètres.
Donc voilà, on voit avec ceci qu'on est confronté à une certaine difficulté, hein, notamment ici on ne peut pas faire du tout la différence entre le virus, la bactérie, la fourmi, ils sont tous regroupés ici sur 0. On peut éventuellement voir ici à l'œil nu éventuellement une petite différence avec la taille de la souris de quelques centimètres qui serait éventuellement visible. Mais bref, on voit que pour discerner ici le virus de la bactérie, en fait il me faudrait une loupe qui me permettrait ici de voir des graduations à l'échelle du micron. Là éventuellement je pourrais faire la différence entre le virus et la bactérie. Mais à cette taille-là, bien sûr, ce que je retrouverai ici, c'est la fourmi avec 1000 microns, 1 millimètre effectivement, et tous les autres se retrouveraient à 1000, 10 000 et 100 000 fois plus loin. On voit bien sûr que ce n'est pas très pratique, hein, que la représentation de ces différentes longueurs dans toute leur diversité, hein, donc on passe du micron à 100 mètres, effectivement, ce n'est pas facile à représenter. Tout comme d'ailleurs, ce n'est pas facile à appréhender, comme je disais tout à l'heure, 0,1 micron, un dixième de millionième de mètre, finalement, qu'est-ce que ça représente? On a un petit peu de mal, comme je disais, donc, à appréhender de telles dimensions. Alors, la solution que les scientifiques ont retenue pour ça, c'est d'utiliser donc ce qu'on appelle la notation scientifique, hein, que tu connais probablement. Cette notation scientifique revient d'abord à utiliser le mètre ici, puisque j'ai pris la référence de l'homme, je vais garder le mètre comme référence, et je vais exprimer ici le centimètre en mètres, et donc 1 centimètre c'est un centième de mètre ici, et 1 centième en notation scientifique, ça se note 10 exposant moins 2. Hein, l'exposant négatif veut dire que c'est l'inverse de l'exposant positif, c'est-à-dire que 10 moins 2, c'est 1 sur 10 exposant 2, 10 exposant 2, c'est 100, ça représente bien 1 centième. Alors le millimètre, ce sera 10 moins 3, bien sûr, un millième de mètre. 10 microns, ce sera donc 10 moins 5, 10 fois 10 moins 6, puisque 10 moins 6 mètres, c'est bien 1 micron, j'obtiens donc bien 10 moins 5. Et 0,1 micron, c'est un dixième de 10 moins 6 mètres, c'est-à-dire 10 exposant moins 7 mètres. Et maintenant, je peux me tourner ici vers les 100 mètres qui, eux, c'est 10 exposant 2 mètres. Voilà. Alors, je peux bien sûr pousser ici encore le jeu à dire que 10, c'est 10 exposant 1. Je ne paye rien, ça ne me coûte rien de dire ça, pourquoi pas. 10 exposant 2, 10 exposant 1. Et je vais même encore aller plus loin en disant que le 1 ici, c'est 10 exposant 0. Voilà, c'est ce que j'écris ici. Rappelle-toi que tout nombre exposant 0, effectivement, est égal à 1. 1, c'est bien 10 exposant 0. Je peux donc bien écrire ceci pour décrire la taille caractéristique donc, du corps humain. Alors voilà, j'ai maintenant à disposition ici des petits nombres, 0, moins 3, moins 2, moins 5, etc., que je peux forcément utiliser pour représenter de manière beaucoup plus efficace ces différentes longueurs, ces différentes grandeurs pourtant tellement diverses. Et c'est donc ce que je vais faire. Je vais ici utiliser une règle qui sera graduée et qui représentera donc les exposants de 10 ici. Alors voilà, j'ai ici une règle qui commence à 10-7. Pourquoi? Parce que j'ai 10-7 ici, donc je vais mettre le virus ici. Pas de problème, la taille du virus est bien de 10-7 mètres. Je vais faire la même chose avec la bactérie qui est de 10-5, 10-3 pour la fourmi, 10-2 pour la souris, je la place donc en moins 2, 0, 0 pour l'homme, rappelle-toi que 10 exposant 0 c'est 1, l'homme mesure bien 1 mètre, le 0 ici représentera tout simplement 1 mètre. Alors on continue, 10 exposant 1 va se retrouver en 1, je prends le petit 1 qui est là bien sûr, et le petit 2 ici va me placer ici le séquoia. Et on voit comme ça qu'on a une très très belle classification, on a pu mettre tout à fait confortablement tous ces êtres vivants de tailles très différentes grâce à cette règle représentant donc les exposants de 10 qu'on voit ici. Et c'est tellement efficace que je pourrais ici installer un objet qui est encore bien plus grand, 10 exposant 7, qu'est-ce que ça pourrait représenter, tu crois, si on se rappelle que 7 représente bien 10 exposant 7, tu pourrais y placer tout simplement la Terre. Effectivement, le 7 représente bien 10 exposant 7 mètres, et 10 exposant 7, c'est 10 millions de mètres. 1 million de mètres, c'est 1000 km, ça fait donc 10 000 km, c'est à peu près
Hein, le diamètre de la Terre, c'est un petit peu moins, à peine moins que le diamètre réel de la Terre. Et donc on peut placer ici sur une même échelle, hein, depuis le virus jusqu'à la Terre, le virus qui est l'être vivant le plus petit qui vit sur la Terre, qui fait 1/10, 2/1000 de mètre, apparaît ici avec la Terre elle-même. Alors, si cette chose est possible, eh bien, c'est parce qu'on a utilisé la notion de fonction exponentielle, hein, que je vais représenter ici. Voilà la fonction exponentielle, y égale 10 exposant x. Hein, j'ai les x qui sont ici, j'ai donc la fonction 10 exposant x qui apparaît ici, on peut la tester. Voilà, pour x égale à 0, ben, qu'est-ce qu'on a? On a 10 exposant 0, je mets x égale à 0 ici, y vaut donc 1. J'ai bien ici un point de la courbe, comme tu peux le voir. Pour x qui vaut moins 1, ben, j'ai 10 exposant moins 1, c'est 1/10, 0,1, c'est la valeur que j'ai ici, à peine ici au-dessus de l'axe. À 0,1 au-dessus de l'axe, j'ai mis un deuxième point. Et je rencontre ici un troisième point, en x qui vaut 1, quand x vaut 1, ben forcément y vaut 10, c'est bien ce que j'ai ici, le point 1, 10. On a donc bien ce qu'on appelle la fonction exponentielle, qui, comme tu le vois, est une fonction qui varie extrêmement brusquement. Si j'allais jusqu'à 7 ici, eh bien je me retrouverais ici avec une valeur de y qui irait jusqu'à 10 millions. Ce sont les 10 millions de mètres de la Terre. Et on voit donc qu'on a ici quelque chose d'extrêmement puissant pour représenter des grandeurs extrêmement variées. Hein, je répète, on passe du 10e de millionième de mètre à 10 millions de mètres sur cette simple échelle qu'on n'a absolument aucune difficulté à représenter. Donc voilà. Alors ce qu'on a exploité ici, hein, les petits nombres que j'ai exploités ici pour classer tous ces êtres vivants selon leur taille, eh bien, c'est ce qu'on va appeler des logarithmes. Les petits nombres ici sont des logarithmes. Alors chaque logarithme est associé à un nombre, c'est le nombre qu'il représente en fait. Le 2 ici par exemple, il représente 10 exposant 2, et on va donc dire que 2 est le logarithme de 10 exposant 2, c'est ce que je redis ici. Hein, c'est ce que je réécris ici. Donc le logarithme de 10 exposant 2, eh bien c'est 2 tout simplement. Alors 10 exposant 2, c'est 100, donc je peux écrire ceci de la manière suivante. Hein, le logarithme de 100 est égal à 2. Alors je peux prendre un autre exemple, prenons le moins 3 qui est ici. Le logarithme de 10 exposant moins 3, forcément, par définition, c'est moins 3. Hein, le logarithme, c'est bien le nombre qui est ici. C'est l'exposant de 10 qui donne en fait le nombre qu'il représente. Le moins 3 ici représente bien 10 exposant moins 3 mètres dans ce cas-ci. Et c'est donc bien ce que je représente. Le logarithme de 10 exposant moins 3, eh bien c'est le petit moins 3 qui est là, que j'écris là. Et donc voilà, je dirais aussi que le logarithme de 1 millième, hein, puisque 10 moins 3 c'est bien 1 millième, ça vaut bien donc moins 3. Et on voit donc qu'on peut comme ceci associer des logarithmes donc que le logarithme est associé à un nombre. Hein, quand on parle de logarithme, automatiquement on parle de logarithme d'un nombre. Le logarithme de 100, c'est 2. Le logarithme d'un millième, c'est moins 3. Alors voilà, avant d'étudier ça plus en détail, voilà, pardon, hein, j'oublie ici de dire que le logarithme de 100 c'est 2 et le logarithme d'un millième c'est moins 3, je l'avais déjà dit, ce n'est pas bien grave. Donc voilà, avant d'aller plus loin maintenant, je voudrais faire un petit mot là-dessus. Pourquoi logarithme, hein, c'est un petit peu étonnant d'appeler ça logarithme. Voilà, c'est John Napier qui a décidé ça, de les appeler comme ça. C'est tout simplement la contraction de logos et de arithmos. Alors arithmos en grec ancien veut dire nombre, hein, comme dans arithmétique. Arithmétique, c'est la branche des mathématiques qui s'occupe des nombres, arithmos. Et logos, dans ce contexte-ci, veut tout simplement dire rapport. Hein, logos veut aussi dire raison. Mais voilà, dans ce contexte mathématique, ça veut dire rapport. Et donc ce que John Napier a voulu dire ici, ce sont des nombres de rapport. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que quand on passe d'une valeur de logarithme à une autre, ici, d'une unité, par exemple, je passe de 10-2 à 10-1, eh bien, j'ai un rapport 10 qui apparaît entre les nombres que ces logarithmes représentent. Une unité de logarithme représente un rapport constant qui est de 10. Entre 10-3 et 10-2, j'ai aussi un rapport de 10, etc. À chaque fois que je saute d'une unité, je saute en fait d'un rapport, un facteur 10. Et c'est donc pourquoi John Napier a appelé ces nombres des logarithmes, des logos arithmos.
Voilà, on peut donc maintenant en venir au logarithme et ben voilà, je reviens sur la définition du logarithme. On voit que si 2 est le logarithme de 100, ben c'est tout simplement parce que 100 est égal à 10 exposant 2. Et donc on dira que le logarithme est tout simplement la puissance de 10 qui donne le nombre. Donc le logarithme de 100, ben ça vaut 2 tout simplement parce que 2 est la puissance de 10 qui donne ce nombre 100. C'est donc la définition du logarithme. Le logarithme d'un nombre est la puissance de 10 qui donne ce nombre, tout simplement. Donc revoyons cet exemple ici de 100. Le logarithme de 100 est égal à 2, tout simplement parce que 100 est égal à 10, exposant 2. Le logarithme est bien la puissance de 10, 2 est bien la puissance de 10 qui donne le nombre correspondant. 2 est le logarithme de 100. 2 est le logarithme de 100. Voilà. Et je peux donc l'écrire autrement. Si 2 est le logarithme de 100, je peux dire que 10 exposant 2, c'est 10 exposant le logarithme de 100. On voit bien que le logarithme de 100, c'est le nombre qui, c'est la puissance de 10. J'ai bien ici la puissance de 10. C'est bien la puissance de 10 que j'ai ici, qui me donne le nombre. 100, c'est 10 exposant le logarithme de 100. Et on peut se retourner ici vers l'autre exemple. 1 millième, c'est 10 exposant moins 3, et donc moins 3 est bien la puissance de 10 qui donne 1 millième, et donc le logarithme de 1 millième est bien moins 3. Je peux l'écrire en disant tout simplement que 1 millième, c'est 10 exposant le logarithme de 1 millième. Et donc la traduction mathématique de ceci est évidente. Je remplace ceci par n'importe quel nombre ici. Si je mets y ici, je retrouverai y ici bien sûr. 10 exposant le logarithme de y est égal à y, et je mets 3 petites barres ici pour dire qu'il s'agit bien d'une définition. Le logarithme de y, c'est bien le nombre, ici. Le logarithme de y, c'est bien un nombre, il faut bien le comprendre, ceci. C'est bien le nombre qui est en fait la puissance de 10 qui donne le nombre y. Okay, donc voilà, le logarithme peut être vu en fait comme le petit nombre compagnon ici du nombre voulu, dont il est le logarithme, le compagnon par rapport à cette base ici de la fonction exponentielle qui est de 10. Voilà, donc ceci c'est donc pour la définition du logarithme. Alors ici je le présente uniquement pour des nombres qui sont des puissances entières de 10, mais il est clair que ceci est valable, que cette définition est valable pour tout nombre. Je prends 23 comme ceci au hasard. Le logarithme de 23, qu'est-ce que c'est? Forcément, on va trouver un nombre qui sera une puissance de 10 qui me donnera précisément le 23 en question. C'est bien ça la définition du logarithme. Je prends la définition du logarithme ici, je dis que y vaut 23 et il me faut donc le nombre qui, exposé ici à 10, me donnera 23. La puissance de 10 qui me donnera 23, c'est donc ce qu'on va appeler le logarithme de 23. Et ce nombre existe bien sûr, tu peux bien imaginer ici, tu peux essayer avec ta petite machine à calculer, tu verras que 10 exposant un nombre, il existe un nombre qui va donner 23. Et donc voilà, si tu le fais avec ta calculette, tu vas trouver effectivement que 10 exposant 1,3617 donne effectivement à peu près 23. Je mets à peu près égal ici parce qu'en fait il faut tenir compte de nombreuses décimales ici pour arriver à avoir plus de précision. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails ici de ce problème, mais tu peux te rapprocher arbitrairement près de 23 en mettant 10 à un certain exposant. Cet exposant sera le logarithme de 23. Voilà, alors comme je le disais, tu peux le faire avec ta calculette. Si tu tapes ça sur ta calculette, 10 exposant 1,3617, eh bien tu vas trouver effectivement un nombre qui sera très proche de 23, qui est indiqué ici. Si tu mets plus de décimales, tu pourras te rapprocher arbitrairement près de 23. Alors voilà, ça veut dire que le logarithme de 23, c'est précisément l'exposant de 10 ici, la puissance de 10 qui donne 23, c'est-à-dire que c'est 1,3617 comme c'est maintenant écrit ici. Ce que tu peux d'ailleurs vérifier avec ta calculette également. La petite calculette ici possède une touche logarithme, tu pousses sur la touche logarithme et puis tu écris 23 entre parenthèses pour obtenir effectivement 1,361,7 et d'autres décimales ici que je n'ai pas représentées. Donc voilà, le logarithme
peut être défini pour tout nombre, hein, c'était une évidence. Alors on pourrait se demander pourquoi John Napier a introduit cette notion de logarithme, pourquoi travailler ici sur cette notion d'exponentielle, ici d'exposant de 10. Eh bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, hein, la raison de ça, c'était de simplifier les calculs des savants et de bien d'autres personnes aussi qui devaient faire des calculs. Hein. On peut penser aux commerçants, aux banquiers par exemple, qui devaient faire beaucoup de calculs. Voilà, John Napier voulait leur simplifier la vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Ben voilà, quand on était confronté à des calculs, notamment la multiplication de grands nombres, ce qui arrivait notamment en astronomie, eh bien, on pouvait utiliser la notion de logarithme. Plutôt que de faire cette multiplication à la main, essaye de t'imaginer ce que c'est. Hein. Tu as appris à faire des multiplications à la main. Ici, je propose un nombre de 3 millions et plus. Ici, 1 million. Ben, tu peux imaginer la place que ça prend sur une feuille. Hein. Probablement qu'une feuille A4 ne suffit pas pour faire ce calcul à la main. Tu peux imaginer le nombre d'heures que les savants passaient à l'époque pour faire leurs calculs. Et donc, on va faire ce calcul grâce au logarithme. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Le secret, en fait, est caché dans une propriété de la fonction exponentielle. Hein, je représente ici 10 exposant A fois 10 exposant B. Comme tu le sais, hein, c'est égal à 10 exposant A plus B. Alors, juste pour te rappeler ça brièvement, hein, 10 exposant A, ça représente 10 multiplié par lui-même A fois. J'ai donc A fois le nombre 10 ici qui se multiplie donc par lui-même. Il est présent A fois dans cette première parenthèse ici. Ici, il est présent B fois. Et donc, au total, tu peux bien imaginer hein, qu'il est présent A plus B fois, c'est-à-dire que c'est 10 exposant A plus B. C'est une évidence. Hein, ceci est une propriété évidente de la fonction exponentielle. Eh bien, cette propriété permet de simplifier les calculs. En fait, elle permet de changer la multiplication en une addition. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Alors, pour ça, je vais introduire un nombre grand A, qui est en fait 10 exposant A. Ce 10 exposant A, ici, représente donc un nombre de manière évidente. Ici, forcément, la même chose, pardon, ici. Hein, 10 exposant B, c'est aussi un nombre, forcément, que j'appelle grand B. Et ceci veut dire en fait que petit a ici, c'est le logarithme de grand A, d'accord? C'est ce que j'ai écrit ici. Petit a, c'est le logarithme de grand A, rappelle-toi. Hein, le logarithme, c'est quoi? C'est la puissance de 10 qui donne le nombre. A, eh bien la puissance de 10 qui donne grand A. Petit a, eh bien la puissance de 10 qui donne grand A. Et donc petit a, eh bien le logarithme de grand A. Même chose pour B, bien sûr. B est le logarithme de grand B. Et donc voilà, ce 10 exposant A fois 10 exposant B, ce n'est rien d'autre que A fois B, bien sûr. Voilà, je l'écris, et on voit donc hein, que A fois B ici est égal à 10 exposant A plus B, ce que je vais écrire ici de manière un peu plus rapprochée, pour insister sur le fait ici que je retrouve un exposant de 10, et ici un autre nombre, donc l'exposant de 10 ici, c'est l'exposant qui me permet d'obtenir le produit AB. Et donc, A plus B sera bien le logarithme de A fois B, tout comme petit a est le logarithme de grand A et petit b le logarithme de grand B. A plus B est bien le logarithme de A grand A fois grand B. Pourquoi? Parce que petit a plus petit b est bien l'exposant de 10 qui donne le produit AB. Et donc voilà, c'est très simple. Je vais tout simplement écrire ça, que A plus B, c'est bien le logarithme du produit AB, par définition du logarithme, exactement comme petit b, le logarithme de grand B, et la même chose pour petit a vis-à-vis de grand A. Donc voilà, ceci c'est la définition du logarithme qui me permet de l'écrire, et le petit a plus petit b ici, eh bien je l'ai ici, c'est tout simplement le logarithme de a plus logarithme de b. Et je peux donc l'écrire petit a plus petit b, c'est bien ce que j'ai là. Et donc je vois apparaître ici une propriété qui était la propriété que John Napier voulait exploiter, qui est tout simplement que le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. Et on voit que d'une certaine manière, le logarithme permet donc de transformer un produit en une somme. Et ça peut simplifier considérablement la vie des savants, comme tu vas le voir dans cet exemple. L'idée était, pour John Napier, de fournir aux savants des tables
des tables de logarithmes. Ce sont des tables dans lesquelles on a plusieurs colonnes ici, mais ces colonnes sont 2 à 2. Dans la première colonne ici, j'ai le nombre, les nombres, et dans la deuxième colonne à côté ici, j'ai tout simplement le logarithme de ces nombres. Donc voilà, ici j'ai un nombre, ici je retrouve son logarithme. Et donc, pour faire le produit de a fois b, on calculait d'abord le logarithme grâce aux tables. On recherchait le nombre a, on trouvait son logarithme, on recherchait le nombre b, on trouvait son logarithme. Et on pouvait donc facilement faire la somme. Une somme de nombres, c'est beaucoup plus facile à faire, bien sûr, qu'un produit de nombres. Tu te rappelles la somme écrite, on fait la somme 2 à 2, on retient parfois un 1, mais c'est extrêmement simple à faire. Et donc voilà, je te propose donc ici un exemple. Admettons qu'on doit faire le produit de 16 avec 1097. Alors ce produit-là n'est pas très compliqué à faire, mais c'est pour ne pas écrire des trop grands nombres non plus ici. C'est juste, ça aura juste une valeur d'exemple. Admettons que voilà, ceci soit difficile à faire, soit trop long à faire, on n'a pas envie de le faire, on va passer par les logarithmes. Alors voilà, ce que je vais faire, c'est prendre le logarithme de 16, le logarithme de a ici, et je vais trouver, grâce aux tables de logarithmes ici, je vais trouver que le logarithme de 16, ça vaut 1,204, etc., etc. Je vais faire la même chose avec 1097, et je trouve un autre nombre ici, que je trouve quelque part sur une autre page, probablement un des tables de logarithmes. Je trouve le nombre qui est ici, 3,04, etc. Alors maintenant, l'idée, c'est de faire la somme des deux. Je fais la somme des deux, ce qui est très facile à faire, comme je disais. La somme ici, voilà, on peut bien imaginer comment ça se fait. C'est extrêmement rapide à faire. Et je sais que la somme ici de ces deux logarithmes est en fait le logarithme du produit des deux nombres. C'est-à-dire que c'est le logarithme du produit de 16 avec 1097. 16 et 1097 jouent le rôle de grand A, grand B. De ce côté-ci, j'ai bien effectivement le produit des deux. La somme des logarithmes est égale au logarithme du produit des deux. Et avec ceci, je suis sauvé. Je sais que 16 fois 1097 a pour logarithme 4,2, 4, etc., etc. Ça veut dire que la puissance, que ceci est la puissance de 10 qui me donne le produit 16 fois 1097. Et je peux donc l'écrire. Je mets ce nombre ici comme étant la puissance de 10, et cette puissance de 10 me donne forcément ici ce qui est à l'intérieur du logarithme. Ceci, de nouveau, est la définition du logarithme. Le logarithme d'un nombre, le logarithme de ce nombre, est la puissance de 10 qui me donne ce nombre. C'est toujours la même chose. Ça devient extrêmement simple une fois qu'on s'est habitué. Alors tu vas me dire, c'était pas très commode, parce que maintenant il faut calculer ce 10 exposant 4,24, etc., etc. C'était en réalité très simple. Puisqu'on a les tables de logarithmes, il suffit de les utiliser maintenant dans l'autre sens. Il suffit de repérer dans les tables, non plus dans la première colonne, mais dans la deuxième, dans la table des logarithmes ici, 4,24, 43, 32, 6, 6, 1, etc. Il suffit de trouver ce nombre-là. Alors pour ça, on va prendre une loupe pour le voir. Voilà, 4,244, etc. On voit ici 4,2. Voilà, on va le trouver ici, 432, 661. Voilà, ici, tu le vois, 432, 661. On retrouve le nombre ici dans les tables. Et puis on va regarder le nombre correspondant. Et on voit ici 17 552, 17 552. On voit que ce logarithme correspond à ce nombre-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces tables pouvaient être utilisées dans les deux sens. On la prenait dans un sens pour transformer les nombres en leur logarithme, on additionnait les logarithmes, le résultat nous donnait donc une valeur de logarithme qui nous permet de remonter au nombre. Et ce nombre est bien sûr le produit recherché. En passant dans ce sens-là, je trouve ceci. Et j'apprends donc que 16 fois 1097 est tout simplement égal à 17 552. On n'a pas dû faire le calcul au travers d'une multiplication, on a fait une simple addition. Et c'est bien ça que recherchait John Napier. Et voilà, donc tu vois que le logarithme est une notion utile. Elle est utile notamment pour représenter des grandeurs très très diverses.
sur une même échelle. Voilà, on l'a fait avec les êtres vivants, la surface de la Terre y compris. Et voilà, et on a vu également que les logarithmes peuvent être utilisés donc, pour simplifier les calculs. Alors il se fait que les logarithmes sont utilisés encore pour bien d'autres choses. Hein, j'en ai la définition ici. On aura l'occasion d'étudier ça plus tard. Hein. Je t'ai dit pour le moment que cette notion de logarithme était basée sur la notion d'exponentielle. On le voit même ici dans la définition que je propose ici du logarithme. Le logarithme est la puissance de 10 qui donne le nombre correspondant. Le logarithme de y est la puissance de 10 qui donne y. Donc voilà, j'ai représenté ici à nouveau cette fonction exponentielle. Et pour représenter ceci, hein, le x ici n'est rien d'autre que le logarithme de y. Ainsi, y est égal à 10 exposant x est bien la puissance de 10 qui donne y, c'est bien le logarithme de y. Tout ça pour te dire qu'on peut également définir le logarithme comme étant une fonction. Hein, je peux voir x ici comme étant une fonction de y. Hein, donc c'est ce que je te propose dans la séquence suivante. On verra hein, que le logarithme peut être vu comme une fonction mathématique, hein, ce qui n'était pas le point de vue d'ailleurs de l'époque. Hein. John Napier n'a jamais considéré le logarithme comme étant une fonction. Hein. Pour lui, le logarithme était un ensemble de nombres qu'il mettait dans des tables pour faciliter les calculs que les savants et d'autres devaient faire à l'époque. Donc voilà, je t'invite à voir la séquence suivante qui est donc consacrée à cette fonction logarithme. Merci pour ton attention.